Les produits Made in Mali sont disponibles à des prix abordables. Pour s'en procurer, rendez-vous au parc des expositions de Bamako. Le site abrite la semaine commerciale du Mali, Sekoma. La première édition a été lancée hier par le Premier ministre. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la pouponnière de Niamana, la Maldem et SOS Village d'enfants de Sanakoroba viennent de recevoir des dons, un geste du président du Conseil national de transition. L'institution a également pensé aux personnes vulnérables de la région de Tombouctou. 200 personnes ont reçu des vivres. Le rite Dogon Sigui, célébré tous les 60 ans, est classé au patrimoine culturel national. Le projet de décret qui l'institut a été adopté aujourd'hui, 25 octobre 2023, par le Conseil des ministres, focus sur cet héritage ancestral Dogon dans cette édition. Sport football, les Aiglonnais vont défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde en Indonésie. Ils ont reçu cet après-midi le drapeau national des mains du ministre en charge des sports. Abdul Karim Kaba nous en dira plus. Nous sommes mercredi, mesdames, messieurs, bonsoir. Ibrahim Dembélé, bonsoir. Bonsoir à vous, Salma Tandao. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications, Ibrahim. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement du SIGI, rite soixantenaire Dogon dans le patrimoine culturel national. Le SIGI est l'un des rites traditionnels le plus ancien chez les Dogons. Son origine remonte à la découverte de l'étoile Sirius par les Dogons il y a des centaines d'années. Il est célébré chaque 60 ans pour commémorer la révélation de la parole à l'homme par Dieu, ainsi que la mort du premier ancêtre. Cette célébration donne lieu à des manifestations artistiques, culturelles et cultuelles grandioses à travers toute la contrée des falaises de Bandiagara. La dernière édition du SIGI a eu lieu en 1967 et la prochaine édition est prévue en 2027. La célébration du SIGI est une occasion de communion du peuple dogon autour de l'héritage ancestral. C'est un événement majeur qui marque une étape importante dans la vie de la société et de celle de l'individu car il n'est pas donné à tout le monde d'être témoin de deux éditions. À raison de ses valeurs historiques et socioculturelles, le SIGI a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national. Le projet de décret adopté consacre le classement du SIGI dans le patrimoine culturel national en vue de préserver les valeurs ayant justifié son inscription à l'inventaire et de renforcer sa protection juridique. Ce classement permettra entre autres de sauvegarder le SIGI contre l'aliénation, la transformation, la disparition, d'éduquer les jeunes afin de favoriser la transmission des connaissances liées aux cérémonies commémoratives du SIGI, de recoudre le tissu social, renforcer le dialogue, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, de favoriser la recherche scientifique, l'inventaire, la documentation et la formation pratique universitaire. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'un concours de recrutement de 100 auditeurs de justice et de 120 greffiers en chef. La loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice prévoit un accroissement continu des moyens mis à la disposition de la justice en vue de la mise en œuvre de la carte judiciaire qui permettra entre autres, de transformer les justices de paix à compétence étendue en tribunaux d'instance dans lesquels les fonctions de poursuite et d'instruction et de jugement sont séparées, de mettre fin au système de juge unique dans les tribunaux de grande instance en mettant en œuvre la collégialité, de respecter le principe du double degré de juridiction en matière administrative, en opérationnalisant les cours administratives d'appel, de rendre opérationnels d'autres cours d'appel pour permettre le désengorgement des cours existantes.
Afin de faire face à ces défis, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prévoit le recrutement de 100 auditeurs de justice, dont 80 de l'ordre judiciaire, 20 de l'ordre administratif et de 120 greffiers en chef. Ces recrutements permettront de combler en partie le déficit de magistrats et de greffiers en chef et d'améliorer l'accessibilité de la justice pour tous. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Suite au lancement officiel en mai 2022 du projet de système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales par le président de la transition, chef de l'État. La première phase, qui a consisté au recensement des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, est achevée. Il s'agira de poursuivre avec le démarrage de la deuxième phase du projet consacré à l'identification des agents de l'État et des collectivités territoriale, dont la cérémonie de lancement est prévue le jeudi 26 octobre 2023 à Ségou sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Comme pour la phase initiale de recensement, tous les agents de l'État et des collectivités territoriales sont concernés par cette opération, excepté ceux des forces de défense et de sécurité. L'opération d'identification se déroulera du 1er novembre au 31 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les ambassades et consulats. Et pour ce faire, des équipes pluridisciplinaires ont été responsabilisées pour effectuer les missions sur le terrain et procéder à l'identification des agents relevant de leur secteur respectif au niveau national et local sous la coordination et le suivi du comité technique d'exécution du projet de système intégré de gestion des ressources humaines. Compte tenu de l'importance de ce projet dont la finalité est la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, il est requis de tous les acteurs leur accompagnement et leur implication effective pour le bon déroulement de cette opération d'identification. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé le Conseil des ministres de la situation sécuritaire du pays. Depuis un certain temps, les groupes terroristes recrutent de plus en plus des enfants âgés de 12 à 15 ans pour les enrôler comme combattants dans les différents réseaux terroristes. Et cette pratique de plus en plus fréquente est une violation de la loi, un danger pour nos populations et pour l'avenir de notre pays. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et de coopération avec les forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Salimata Dao. Merci, Ibrahim. Vous venez donc de l'apprendre, le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un projet de décret qui classe le Sigui, rite Dogon et ses éléments associés dans le patrimoine culturel national. Un grand honneur au pays Dogon qui a beaucoup... en tout cas pour le pays Dogon, qui tient beaucoup à cet héritage ancestral. La célébration du Sigui et son classement dans le patrimoine national, c'est une signature de Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly. Le Sigui est l'un des plus vieux rites traditionnels Dogon. C'est une fête qui célèbre le passage d'une génération à une autre. À l'origine du Sigui, on parle de la découverte de l'étoile Sirius par les Dogons qui l'appellent Sigitolo il y a des centaines d'années de cela. Et le Dogon a remarqué cette apparition de cette étoile. Donc c'est pour magnifier aussi cette étoile qui est très chère pour les Dogons. Le Sigui a lieu tous les 60 ans et sa préparation dure des années. À l'approche de l'événement, chaque village concerné organise une retraite initiatique de 3 à 4 mois au cours de laquelle les jeunes apprennent la langue Sigiso et les vertus de la société secrète des masques.
Le Sigui donne lieu à des manifestations artistiques, culturelles et culturelles grandioses à travers toute la contrée des falaises de Bajangara, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La fête dure des années parce qu'il y a une procession, il y a des campements. Ça commence par les villages les plus anciens en ce qui concerne la découverte des masques, c'est-à-dire Yugo Dougourou, Yugo Puri, tout ça là. Et ça continue et à chaque procession, il y a un campement de Sigui. Donc tous ces campements-là existent jusqu'à présent. En raison de ses valeurs historiques et sociologiques, cet important patrimoine culturel immatériel a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national le 30 août 2021. Le projet de décret adopté au Conseil des ministres de ce 25 octobre 2023 classe les pratiques et savoirs liés au Sigui dans le patrimoine culturel national. Le classement se fait avec l'accord de l'État, la participation des communautés et les collectivités territoriales. Donc c'est en synergie d'action que l'État veut classer ce Sigui-là. Ce classement du Sigui au patrimoine national sous l'égide du département en charge de la culture vient à point nommé car le rite soixantenaire fait face à plusieurs types de menaces. Ce classement va donner libre cours à la préparation d'un dossier pour inscrire l'élément sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donne aussi l'occasion de réaliser des activités de sauvegarde, que ce soit des activités promotionnelles ou bien les sites où se passe le Sigui sont menacés maintenant par les actions de l'homme. Le Sigui est à la fois scientifique, social, culturel et cultuel. Sa dernière célébration remonte à 1967 et la prochaine est prévue pour 2027. Démarrage des travaux du colloque international en hommage au professeur Denis Dougnon, enseignant-chercheur appelé à Dieu en 2019 sur l'initiative de l'Institut de pédagogie universitaire. Cet événement scientifique à caractère international a pour thème « Afrique face aux crises, quels défis pour la recherche ». C'est le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi des travaux. Fousséni Tunkara. 5 ans après son rappel à Dieu, le professeur Denis Dougnon reçoit à travers ce colloque international les hommages mérités de ses pairs chercheurs. La rencontre est pilotée par l'Institut pédagogique universitaire. Durant les 4 jours de travaux, les chercheurs émérites du Mali et d'ailleurs sont invités à porter la réflexion sur le thème « Afrique face aux crises, quels défis pour la recherche ». Le thème, parce que nous sommes en plein, les crises, depuis des années. Crises politiques, institutionnelles, sécuritaires, économiques. Il est nécessaire et obligatoire que les chercheurs, n'est-ce pas, prennent ces thèmes-là et voient ce qu'il y a. Et faire d'abord analyser, faire des propositions. Le premier soutien de cet événement scientifique majeur est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le premier responsable de ce département voit la pertinence de cette initiative sous plusieurs angles. Et reconnaître et célébrer les qualités et les mérites des scientifiques demeure une orientation cardinale dans la marche de toute université. C'est pourquoi mon cabinet s'engage désormais à intégrer pleinement cette tradition dans nos bonnes pratiques. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokla-Maïga, a bien voulu prendre part à cette rencontre. Il est convaincu de la nécessité de l'apport des chercheurs pour compléter les initiatives politiques. Ce colloque, j'en suis convaincu, va dans la bonne direction. C'est de la promotion de la qualité et de l'excellence dont notre pays a besoin aujourd'hui. Car il faut des enseignants, des chercheurs, des savants dévoués pour relever les défis complexes de notre époque, qu'il s'agisse de la gouvernance, des crises sécuritaires ou des crises sanitaires en Afrique. Il est important de rappeler que nos valeurs endogènes, notre culture,
notre histoire ont un rôle central à jouer dans la recherche et l'enseignement supérieur. Au lancement des travaux de ce colloque international, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une annonce dont s'est réjouie l'assistance. Il s'agit de la mise en place très prochaine d'un laboratoire d'études et de recherche sur les risques de déstabilisation. C'est parti depuis hier pour la première édition de la semaine commerciale du Mali, SECOMA. L'objectif de cette semaine est de contribuer essentiellement à la dynamisation des activités économiques sur l'étendue du territoire national par la création d'un pôle d'attraction économique et commerciale. Pendant une semaine, les Maliens pourront s'approvisionner en produits Made in Mali à des prix abordables. La cérémonie était présidée par le Premier ministre. Reportage Mamadi Koné. Voici la semaine commerciale du Mali SECOMA. Elle remplace désormais la semaine commerciale SECO qui s'est tenue de 1999 à 2009 dans toutes les régions du Mali. Et c'est au parc d'exposition de Bamako qu'elle prend ses quartiers pour une semaine. Inscrite dans le programme d'activité 2023 de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la semaine commerciale du Mali vise à assurer une promotion des produits locaux. Mali ka bayɛlɛma produit minnu bɛ k'u bayɛlɛma pour que an bɛ se ka bɔ n'u ye cogo min na ka taa n'u ye kɔfɛla la k'u feere a dabɔra o de kama. La semaine commerciale du Mali est donc un outil essentiel au développement des affaires et d'accompagnement des pôles de développement. Cette semaine est placée sous le signe de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation industrielle pour la promotion et le développement des produits locaux. Cette semaine aussi s'inscrit dans la politique mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette politique repose sur le développement des industries petites, moyennes et grandes afin de transformer la production locale. Cette première édition de la SECOMA est couplée avec le mois du consommé local initié par l'UEMOA. La SECOMA, organisée en ce mois d'octobre, mois dédié au consommé local UEMOA, sous l'impulsion des plus hautes autorités du Mali, poursuit assurément les mêmes objectifs et se retrouve par ce fait être un levier fondamental de la croissance économique du Mali en particulier et de l'Union en général. La Banque de développement du Mali, sponsor officiel de cette édition, a décidé d'accompagner cette activité majeure de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour deux raisons. La Chambre de commerce fait partie des propriétaires de la banque, donc nous ne pouvons pas rester en marge d'une activité phare qui est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Et deuxièmement, parce que la Chambre de commerce et ses membres, c'est une structure faîtière. Donc la Chambre de commerce et l'ensemble de ses adhérents sont des clients de la BDM qui ont fait confiance à la BDM. La SECOMA 2023, c'est au total 500 exposants dans des domaines divers et variés en vue de la promotion du consommé local. 16 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions, un endroit absolument à visiter. Le président du Conseil national de transition a remis ce matin des dons à 3 structures de prise en charge des enfants du Mali. Il s'agit de la pouponnière de Niamana, de la Maldem et de SOS Village d'enfants de Sanakoroba. La remise de ces dons, constituée essentiellement de vivres, entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Compte rendu, Mouribou Marikou, Yelimakan Djabati. C'est une randonnée philanthropique à Bamako et environ qui aura fait désirer surtout chez les enfants. Un périple à 3 étapes avec comme première escale la Maldem et comme deuxième escale la pouponnière ou le centre d'accueil et de placement familial. Des structures dans lesquelles le président du CNT a fait parler son cœur en offrant aux enfants 3 tonnes de riz, 3 tonnes de pâtes alimentaires et 3 autres de sucre. À cela s'ajoutent 300 litres d'huile, 20 cartons de lait, 20 autres de savon. Un geste qui tombe d'autant plus à pic pour les récipiendaires qu'il va leur permettre de combler le vide de la période de soudure. Vraiment remercier le président du CNT pour ce geste à l'endroit de ces enfants qui ont besoin de soutien. Donc ces enfants doivent être accompagnés par tous, par toutes les bonnes volontés. La solidarité, comme on le dit, ça ne doit pas seulement être un mot, mais ça doit se sentir dans nos comportements de tous les jours. Et c'est ce que le président du CNT a compris. Troisième et dernière escale, les SOS Village d'enfants de Sanakoroba.
Ici, les mêmes gestes, même spéculation, mais avec une légère augmentation de la quantité, soit 4 tonnes de riz, 4 pour les pâtes alimentaires, 4 autres pour les sucres. Le coût total des dons pour les 3 structures s'élève à 36 millions de francs CFA. Le président du Conseil national de transition, l'honorable colonel Malick Diaw, qui dans un élan de cœur surtout, il faut le dire, de cœur et de solidarité, a choisi d'œuvrer pendant le mois de solidarité, non seulement, mais d'œuvrer pendant toute l'année auprès des couches sensibles afin de leur apporter un minimum d'affection et de réconfort et de sécurité sociale. Aussi bien les donataires que les récipiendaires ont souhaité que cette action puisse avoir son effet de contagion chez tous les Maliens. Ces gestes du président du CNT est ainsi à sa 3e édition. Une cérémonie qui, concomitamment à celle de Bamako, se passe aussi à Gao, Tombouctou et Bandiagara, nous a fait savoir les membres du CNT. Solidarité toujours, 200 personnes vulnérables de la région de Tombouctou ont bénéficié de l'assistance du Conseil national de transition, CNT. Une quantité importante de vivres a été distribuée aux bénéficiaires par le 4e vice-président du CNT. Reportage Yaya Tandina. 10 tonnes de vivres et 1000 litres d'huile, c'est l'appui du président du Conseil national de transition, le Malick Diaw, au bénéfice des démunis de la région de Tombouctou. Ce geste effectué pendant ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion vise aussi à atténuer les souffrances des rescapés du bateau Tombouctou. Il faut honnêtement reconnaître que cette action était déjà dans les esprits des membres du CNT depuis les événements, les malheureux événements du bateau Tombouctou. Donc, comme c'était pratiquement à la veille du mois, le CNT a décidé de joindre pratiquement sa démarche envers les victimes du bateau à l'action pour le mois de la solidarité. Les Tombouctiens connaissent beaucoup l'honorable Malick Diaw. Avant la crise, on l'a connu ici. Pendant la crise, il était là, à côté de nous. 100 kg de mil, 50 kg de sucre, 10 litres d'huile et 5 cartons de pâtes alimentaires pour 200 vulnérables de la région, c'est la quantité pour chaque bénéficiaire. Les organisations de personnes en situation de handicap au niveau de la région de Tombouctou sont avec la transition de jour comme de nuit. Nous leur souhaitons bon courage. Les bénéficiaires viennent de tous les cercles de la région et sont constitués de veuves de nos militaires, des personnes âgées, des femmes seules chargées de famille, des personnes vivant avec un handicap, intervenant au cours de la 4e semaine thématique du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dédiée aux personnes vivant avec le handicap est une invite à tous. Pour les populations de Tombouctou, je veux les rassurer d'abord que le CNT est à leur côté. Et les premiers qui vont au front pour nous défendre, ce sont nos forces de défense et de sécurité. Celles-ci ont plus que les autres Maliens besoin de l'assistance, des bénédictions et du soutien de toute la population. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique à certains bénéficiaires, occasion pour ces derniers de réaffirmer leur soutien sans condition aux autorités de la transition et à l'ensemble de ces institutions. Une visite de courtoisie aux notabilités de la région de Tombouctou a été effectuée. Hier, le ministre de l'Énergie et des Eaux a accordé une interview à l'ORTM. Madame Bintou Camara s'est exprimée sur la persistance des délestages que connaissent les Maliens actuellement. Dans son intervention, elle souligne les efforts du gouvernement et les mesures prises pour réduire les coupures d'électricité. Je vous propose un extrait de son entretien. Du 1er janvier au 30 septembre 2023, l'État a subventionné pour 106 milliards de francs CFA EDM SA. Uniquement EDM. Ces 106 milliards qui ont été donnés à EDM a beaucoup servi à payer, surtout EDM a payé ses fournisseurs. Et c'est là, parce que c'est cette mauvaise gestion qui a fait que EDM, avec ses subventions, n'a pas pensé à acheter aussi du carburant. Donc si une partie de ces subventions avait servi à l'achat de carburant, peut-être qu'il y aura à avoir moins de délestage. Mais aussi le fait de payer aussi ses fournisseurs, là ça peut supposer autre chose. Parce que moi, fournisseur, on me paye, bon, il peut y avoir une ristourne occulte quelque part aussi. Donc l'intérêt c'est qu'il faut peut-être payer les fournisseurs et oublier le côté carburant, fonctionnement de EDM. Donc on ne peut pas accuser le gouvernement d'avoir un peu délaissé le secteur. Ah non, pas du tout, au contraire. C'est le contraire. Quel est le service actuellement qui bénéficie de 106 milliards et qui n'arrive pas à fonctionner si ce n'est pas la mauvaise gestion? Rien qu'avec 106 milliards, même si EDM n'avait pas
utiliser ces recettes, EDM pouvait fonctionner et faire des bénéfices. Ces 106 milliards, ça c'est les subventions comptant. Il y a eu aussi, le problème c'est que EDM n'avait plus de capital. L'État a investi plus de 140 milliards pour reconstituer le capital de EDM. Et ça. Donc ça fait peut-être dans les 200 et quelques milliards, plus de 200, presque 246 milliards qui ont été injectés au niveau des EDM. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a pas soutenu. Ça c'est uniquement du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023. 9 mois. 9 mois. Alors, Madame le ministre, il y a eu en son temps l'acquisition, on se rappelle, en grande pompe de groupes électrogènes. On avait parlé de 27 pour gérer la période de pic. Que sont-ils devenus? C'est le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a demandé à la direction de EDM SA qu'est-ce qu'il faut pour empêcher les délestages pendant la pointe. La pointe, c'est la période de chaleur, c'est-à-dire mars, avril, mai. Ils ont donc identifié leurs besoins en disant avec l'achat de 27 groupes, ils peuvent le tenir. problème sera résolu. Voilà. Donc, pratiquement, le ministère des Finances a débloqué la totalité de la somme qui fait 6 milliards 209 millions. Ça, c'est le chiffre précis. Ces 6 milliards 209 millions devaient servir à acquérir les 27 groupes. Ces 27 groupes devaient provenir de la Turquie. Et ce montant a été donné en décembre 2022. Et les groupes devaient venir 2 à 3 mois plus tard, c'est-à-dire que février-mars 2023. En mars, quand les groupes ne sont pas là, le président de la transition, qui lui-même préside le comité de crise, a demandé pourquoi les groupes ne sont pas là. Pour EDM, les groupes ne sont pas là à cause des incidents qui ont eu lieu en février, les tremblements de terre en février en Turquie. Donc quand nous avons pris le dossier, nous nous sommes rendus compte que cela était faux. En fait, ces groupes-là ne sont pas venus de Turquie, mais plutôt du Nigeria. Et même ça, c'est 13 groupes seulement sur les 27 qui sont venus, qui ont été répartis dans les localités. Et quand on voyait ces groupes-là, sur les groupes, c'est marqué par exemple 1500 kVA. Mais la puissance réelle de ces groupes ne fait que 300. Donc tous ces groupes qui ont été installés pratiquement ont tous pris feu. Parce qu'on pense que c'est la puissance 1500 et quand on met les charges de 1500, oui, bien sûr, ça a pris feu. Madame le ministre, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, à la lumière de tout ce que vous avez constaté, est-ce qu'il y a espoir de redressement de la situation? Bien sûr qu'il y a espoir. C'est-à-dire que l'espoir, ce n'est pas uniquement dire qu'il n'y aura plus de délestage, il n'y aura pas ça. Mais l'espoir, c'est quoi? C'est d'abord de nettoyer EDM de ses agents véreux et maintenant faire le redressement en même temps. Après le passage du ministre de l'Énergie et de l'Eau sur le plateau de l'ORTM1, les Maliens saluent son courage et sa volonté de lutter implacablement contre la corruption et de rompre avec l'art de la complicité. Ils demandent dans la foulée une sanction exemplaire à l'égard des coupables. Les Maliens s'expriment dans ce Vox Pop réalisé par Boubacar Kanouté et Abdoulaye Samaki. Sans énergie, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Donc le pays ne peut pas avancer comme ça. Donc s'il y a des sanctions à prendre, ça c'est à leur niveau. À quelque chose, le malheur est bon. Cette situation-là doit servir à toute la nation. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que pour jamais ces auteurs-là ne soient corrigés. Ils doivent être très bien sanctionnés. Parce que l'entreprise énergie, on voit aujourd'hui, mais il y a d'autres. Et ce serait une bonne leçon si on va bien châtier ces fautifs. J'approuve beaucoup la ministre. Son intervention a ému tout le monde. Akuma fole, chera la nere dabali bana. To foi kuntinela kashi reko. Parce que nera a jate mine, malien de sisanama, ou kasrate foi la, ou ka intérêt ko. L'intervention du ministre hier, ça ne peut être que salutaire. Parce que les Maliens ont assez souffert. Je crois que tout a été mis en nu par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été accusées à tort. Les vraies versions ont été
annoncé par la ministre de l'EDM. Mais ce qu'on peut dire, en grosso modo, son acte a été un acte très salutaire. On ne peut que l'encourager par rapport à ce qu'elle est en train de poser comme acte. L'intervention de la ministre, vraiment, ça nous soulage parce qu'avec la coupure de l'électricité, ça nous a posé d'énormes dégâts. Surtout, chaque jour, on consomme plus de 8000 francs dans l'essence. On a su que c'était indépendant de la volonté du gouvernement. C'est des individus mal intentionnés qui sont en train d'enfoncer ce pays dans le trou. Donc chacun de nous doit essayer de comprendre là où ça ne va pas, essayer d'apporter ce que nous pouvons. Il a informé tous les Maliens. C'est ça qui est très très important. On est ici, chaque fois la coupure, ça augmente. On n'a rien d'information, ni rien, tout le monde est là. Finalement, les gens vont énerver, faire quelque chose qui n'est pas bon. La ministre nous a montré où il y a des fautes maintenant. Le ministre en charge de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagui, a rencontré les mouvements républicains. Ce cadre de retrouvailles a permis au ministre de décliner la vision de l'État pour faire avancer le processus de réconciliation. Le point avec Adi Djumatina. L'État n'a jamais été un blocage dans la mise en œuvre efficace du processus de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a tenu à rassurer les différents mouvements républicains qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du processus. Le gouvernement est dans une dynamique de continuer vers la mise en œuvre de l'accord de façon intelligente, comme il a toujours dit, et de dire que le gouvernement n'a pas violé l'accord, n'est pas sorti de l'accord, et de dire que le gouvernement est dans une logique de reprise des entités de la MINUSMA conformément aux résolutions des Nations Unies à cet effet. Au cours de cette rencontre d'échange, le ministre en charge de la réconciliation a tenu à rassurer les regroupements républicains que l'État, dans son rôle régalien, continuera à protéger les populations sur l'ensemble du territoire et n'hésite pas à prendre ses responsabilités en cas d'action isolée. L'État, de façon globale, est là pour protéger chaque citoyen sur le territoire du Mali à tous les niveaux. Il y a un principe sur lequel l'État va dire. 1. Tous les cadres de l'État qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'État, qui sont dans la structure de mise en œuvre de l'accord, vont être remplacés. Maintenant, je vais demander aux mouvements qui ont des membres dans ces cas de proposer des noms pour les remplacer. Le cadre d'échange a aussi été une occasion pour le ministre de rassurer et de clarifier la situation des femmes du CSA qui jouent aussi un rôle important dans le processus. Votre rôle au sein du processus est important, donc vous devez être pris en compte. Sachez que vous faites partie du processus de paix et continuez à jouer votre participation en se disant que je suis en train de travailler pour trouver une solution pour vous. Présent en grand nombre à cet appel des autorités à travers le département en charge de la réconciliation, les participants se réjouissent et saluent l'initiative de la rencontre. Nous avons compris le message. Il nous a appelés au rassemblement, à l'unité autour de l'État du Mali. Nous sommes vraiment satisfaits, très satisfaits de cette rencontre parce qu'elle a apporté beaucoup d'éclairage. Nous sommes vraiment disponibles à accompagner l'État malien. Nous sommes extrêmement contents d'avoir cette rencontre qui est une très bonne initiative. Le fait que les mouvements qui soutiennent tous le gouvernement, les mouvements pro-gouvernementaux se retrouvent aujourd'hui pour parler de la mise en œuvre de l'accord, pour parler de comment faire en sorte que les populations ne soient pas victimes de l'amalgame, pour faire en sorte que les acquis de l'accord soient maintenus et aller vers la paix. L'accord qui réunit l'ensemble des parties signataires n'a jamais été interrompu. Il a peut-être certes connu des difficultés, mais il se met toujours en œuvre. Ça, c'est un message fort, contrairement à ce qui est véhiculé par une certaine opinion. Le combat que l'armée mène, le combat que le Mali mène, le combat que l'État mène, c'est le combat vraiment de la paix, de la réconciliation, du vivre ensemble. Nous sommes républicains, donc nous ne pouvons qu'être présents ici aujourd'hui
pour vraiment apporter aussi notre petite pierre pour la paix, la cohésion. Les différents mouvements républicains, au sortir de ces cadres d'échange, ont retiré leur soutien à accompagner le gouvernement dans ses actions pour la paix et le vivre ensemble. Direction le nord du pays où le président de la société civile de Kidal, Atayoub Ag Intala, lance un appel aux autorités nationales et aux acteurs humanitaires pour venir en aide aux populations vulnérables, aux déplacés internes. Plus de 22 000 ménages en situation difficile s'ajoutent aux nombreux défis auxquels fait face la 8e région administrative. Au ATM Kidal, Sidi El-Midi Ag Al-Bakar. La 8e région de notre pays, meurtrie par les affrontements en cours, fait face à un déplacement de populations sans précédent. En plus de déplacés de Meneka, Tessit, Tombouctou et des autres cercles de Kidal s'ajoutent au lot. Une situation d'extrême urgence dans un contexte difficile pour les populations vulnérables. Donc, les populations déplacées que la région a accueillies est estimée à 22 000 ou plus. Mais les populations qui quittent la région de Kidal pour les autres contrées sont plus. Par exemple, les gens qui sont des éleveurs, ils sont partis, ils ont rencontré des difficultés parce que ce sont des gens qui vivent de l'élevage. Là où ils sont partis, ils n'ont plus rien, ils sont partis main vide. Donc ils ont laissé tout derrière et les animaux même commencent à mourir parce qu'il faut s'occuper de ces animaux. Compte tenu de ces déplacements massifs des populations, le président de la société civile de Kidal monte au créneau pour lancer un cri du cœur aux autorités nationales, aux partenaires humanitaires et aux partenaires techniques et financiers, afin de venir en aide aux populations vulnérables et aux déplacés internes. Donc nous lançons un cri de cœur au gouvernement, aux agences des Nations Unies et à nos partenaires techniques et financiers pour venir aux besoins de ces populations meurtries par les conflits et l'année de sécheresse de l'année 2022. Donc les frontières sont fermées, donc aujourd'hui 50 kg de riz ça va dans les 50 000 francs. Donc c'est vraiment insupportable et les populations ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Ce sont des milliers de ménages sans abri qui attendent, qui espèrent un lendemain meilleur. Ici, à Bamako, la haute autorité de la communication AC a fait ce matin une déclaration. Cette déclaration fait suite à un communiqué de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Pour plus de détails, écoutons le président de la haute autorité de la communication, Gaoussou Koulibaly, des propos recueillis par Abdul Karim Kaba. La haute autorité de la communication, dans un souci de pédagogie et de clarté, avait indiqué toutes les démarches entreprises par ses services et le collège, conformément au texte, pour appeler les uns et les autres à leurs obligations. L'état des lieux présenté à l'occasion faisait ressortir les situations suivantes. Premièrement, des radios et télé pirates, émettant sans aucune assignation de fréquence ou d'autorisation. La haute autorité de la communication a annoncé sa décision de les fermer sans délai. Deuxièmement, des radios et télé ayant signé une convention avec la HAC, mais non encore installées 4 ou 5 ans après l'attribution de la fréquence ou de l'autorisation. La HAC a informé l'URTEL, si tant est qu'elle l'ignorait, du délai d'opérationnalisation qui est de 6 mois dans les conventions et cahiers de charges. Après 36 mois, 48 mois, voire 60 mois d'attribution sans effet, malgré les mises en demeure, la haute autorité de la communication, sous peine de violer les textes en vigueur, n'avait d'autre choix que le retrait des fréquences ou autorisations en question. Troisièmement, des radios et télés en cours d'exploitation, cumulant des arriérés de redevance de 4 voire 5 années. La haute autorité de la communication a traité ces dossiers avec la flexibilité que permettent les textes, en ouvrant la possibilité d'accorder des moratoires de paiement sous 2 conditions. Première condition, le paiement d'un acompte sur les redevances annuelles dues. Deuxième condition, le paiement échelonné du reliquat dans un délai raisonnable. Pour l'information de l'URTEL et surtout de l'opinion nationale, une quarantaine de radios et télévisions, des radios et télé, effectivement, ont déjà bénéficié de cette faveur au cours de cette année 2023. Le communiqué de l'URTEL s'écarte volontairement du contenu de nos échanges pour des raisons que nous ignorons.
l'URTEL peut être en désaccord avec les décisions de la HAC, mais rien ne saurait justifier, encore moins tolérer l'invective et des propos au ton comminatoire. Enfin, le collège de la HAC réitère sa disponibilité à maintenir le climat de dialogue et de collaboration avec l'ensemble des faîtières des médias. Plus de 68 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de la mairie de Bamako pour l'année 2024. Un budget soumis à l'appréciation du grand public avant sa validation à la session prochaine des budgets. Reportage Benoro Fofana, Brahima Koulibaly. Plus de 68 milliards, c'est le budget primitif de la mairie du district de Bamako pour l'exercice 2023-2024. Le dit budget qui s'élevait à plus de 79 milliards a connu donc cette année une baisse de 14,25%. C'est ce qui ressort du débat public animé par la mairie du district. Le présent projet de budget 2024 s'inscrit parfaitement en droite ligne du respect des textes législatifs et réglementaires, notamment l'article 179 de la loi 2023-04 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales. Ce vote est précédé d'un débat public sur le projet de budget. Ce débat public, à l'allure d'une session budgétaire, a permis aux participants d'être édifiés sur les raisons de cette baisse et aussi la clé de répartition du budget primitif. 50% de notre budget de 2024, Inch'Allah, sera axé sur l'assainissement. Et le reste de 50% sera réparti sur les autres secteurs. Pour raison de transparence et de bonne gouvernance, les invités ont soulevé les préoccupations relatives à la baisse du budget et la part allouée au programme de développement économique, social et culturel, PDSEC. Nous avons constaté une diminution du budget. 2023, c'était 79 milliards. Et en 2024, il y a une projection de 68 milliards. Et la deuxième préoccupation, c'était par rapport à la prise en compte du PDSEC. Nous sommes satisfaits parce que ces différentes préoccupations ont été justifiées et prises en charge. Primitif ou prévisionnel, la mairie du district de Bamako soumettra aux acteurs pour validation au cours d'une session ce budget. La mairie de la commune de Kalabankoura a remis un important lot de vivres aux ménages vulnérables de ces 13 villages. Cette donation est l'œuvre du président de la transition à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, le compte-rendu d'Ibrahim Kaoukounate et Aboukoni. 134 tonnes de riz sont destinées à 4 963 personnes démunies. C'est un geste de solidarité du président de la transition à travers le commissariat à la sécurité alimentaire à l'endroit de la population démunie de la commune de Kalabankoro. Nous sommes très heureux. Nous remercions très sincèrement le gouvernement du Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Nous les saluons très vivement. Cet acte humanitaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse des autorités à l'insécurité alimentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse à l'insécurité alimentaire 2023, le gouvernement du Mali a donné 793 tonnes de riz qui doivent être distribuées à 29 370 personnes vulnérables, réparties à 5 286 ménages. Concernant la commune de Kalabankoro, il s'agit de 134 tonnes de riz à distribuer gratuitement à 4 963 personnes réparties entre 893 ménages. Aux autorités de la transition, nous serons reconnaissants et que chaque fois qu'ils vont nous donner notre part, nous aussi, nous allons faire de notre mieux. Sous la supervision du sous-préfet de la commune de Kalabankoro, la mairie, en partenariat avec l'ONG Graceli et les légitimités traditionnelles, achemine les sacs de riz aux bénéficiaires des 13 villages de la commune de Kalabankoro. Retournons à l'intérieur du pays où 100 jeunes filles des zones couvertes par le programme Sponsorship ont reçu des vélos pour faciliter leur accès à l'école. C'est à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la fille organisée dans la commune rurale de Pelengana. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les leaders communautaires et les autorités de la région de Ségou et aussi celles du sang sur les difficultés liées au respect des droits de la fille. Fousseni Samaki. C'est pour mieux faire reconnaître les droits des filles et la situation de celles-ci dans le monde que l'ONG Save the Children, à travers son programme Sponsorship, célèbre cette journée internationale de la fille à Pelengana. L'instauration de cette journée vise
à attirer votre attention sur un enjeu important, le bien-être de la fille du monde entier. Save the Children, à travers son programme de parrainage, va procéder à une remise de 100 vélos aux filles marchant plus de 10 km pour rejoindre l'école. La célébration de cette journée de la jeune fille édition 2023 est une invite, voire une interpellation de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfant et ceux du gouvernement à accorder dans leur intervention la priorité absolue aux enfants. Ainsi, les sensibilisations au niveau des autorités et leaders communautaires sur la situation des filles facilitera des actions de sponsorship en matière des droits des filles. Plus que jamais, le gouvernement de la transition traduit par des actes concrets toute sa volonté politique à accompagner les filles en vue de préserver leur place dans le développement socio-économique et politique de notre pays. Cette célébration de la Journée internationale de la fille a pris fin par les remises de vélos aux jeunes filles scolarisées pour faciliter leur accès à l'école et des sketchs sur les droits de la jeune fille. En troisième région, le village de Ngolokuna-Bougou, dans la commune de Fenkolo, vient d'abriter une journée porte ouverte sur les semences de la société de production de semences améliorée Soprosa. Cette société propose chaque année aux producteurs plusieurs milliers de tonnes de semences de céréales certifiées. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. C'est une journée porte ouverte sur les semences que propose la Soprosa, société de production des semences améliorées. La journée regroupe des producteurs venus des cercles de Sigasso et Kadjolo, des représentants des services techniques et des partenaires dont le projet ISSD Sahel, Ecotech Mali et l'Association sémencière du Mali. Cette journée, c'est d'inviter les producteurs et nos partenaires pour venir les montrer la qualité des semences maliennes. Nous nous positionnons sur le maïs, le riz, le sorgho, le mil, mais nous sommes aussi dans les semences maraîchères. Selon le directeur de la Soprosa, sa société collabore avec une trentaine de coopératives de producteurs de semences. Le directeur régional de l'agriculture de rappeler l'impact des intrants dans la production agricole. L'objectif global de notre intervention est de lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali et dans la sous-région. De nos jours, avec une démographie galopante, cela n'est possible qu'avec l'utilisation des semences améliorées. Il ne s'agit pas seulement d'implanter des semences, mais il s'agit de mettre sur le sol des semences qui répondent, adaptées, qui répondent aux besoins des populations. La qualité des semences de la Soprosa a été mentionnée par certains producteurs ayant déjà cultivé ces semences améliorées. Sport, football, l'équipe nationale des moins de 17 ans a reçu cet après-midi le drapeau national des mains du ministre en charge des sports. Cette formation doit aller défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie. Le point avec Abdul Karim Kaba. Logé dans le groupe B de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023, le Mali est en compagnie de l'Espagne, du Canada et de l'Ouzbékistan. En organisant cette cérémonie de remise des drapeaux aux jeunes, les responsables de la Fédération malienne de football rappellent les valeurs qui caractérisent le football malien. Vous êtes des ambassadeurs du Mali et cette chance n'est pas donnée à tout le monde d'aller représenter les 22 millions de Maliens. Et je pense que le talent que vous avez, le courage que vous avez et ce que vous nous avez démontré pendant la CAN, nous allons montrer au monde entier que nous pouvons vraiment gagner sur tous les fronts. En remettant le drapeau à l'équipe nationale des moins de 17 ans, les autorités de la transition témoignent de l'engagement et de l'intérêt qu'elles accordent à la formation. Les autorités, le président de la transition, le Premier ministre, les membres du gouvernement et tout le pays, nous sommes derrière vous. C'est tout simplement pour vous le signifier. Mais pour nous, ça devrait vous apporter de l'énergie. Savoir que vous n'allez pas jouer seul, vous allez jouer avec toute une population derrière. Vous allez jouer avec tout l'encouragement de toutes les autorités et du peuple malien. Donc à vous de jouer également votre rôle. Lorsque vous allez sortir, je pense que les efforts également de la fédération, c'est pareil. Lorsque vous allez sortir, dites-vous que chacun de vous représentez le pays. Nous serons à la hauteur des attentes et merci pour cette confiance. C'est en ces termes que le capitaine s'adresse aux officiels. Merci pour cette confiance.
défendre une couleur pour nous, c'est très très bien. Merci aussi, on est là pour honorer cette couleur et pour représenter le pays que est le Mali. C'est une fierté pour nous, moi et mes coéquipiers. Rappelons qu'après la mise au vert en Arabie Saoudite, pendant 10 jours, les Maliens sont attendus en Indonésie le 6 novembre. Le premier match du Mali, c'est contre l'Ouzbékistan le 10 novembre. Les seconds contre l'Espagne le 13 novembre avant d'affronter le Canada le 16 novembre prochain. Hier soir, nous avons annoncé le décès de l'ancien directeur général adjoint de l'ORTM, ancien conseiller technique au ministère de la Communication, ancien speaker, ancien syndicaliste. L'ingénieur Baba Nadjo a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure par les parents, collaborateurs, amis et connaissances à l'âge de 66 ans. Reportage Alpha Maïga Abdul Salam Bambara. Cette voix sur Radio Mali depuis plusieurs années en langue nationale bozo, tout comme l'image sur le petit écran, précurseur sur les zones hertziennes. Baba Nadjo s'est enfin tu pour l'éternité désormais. Il repose au cimetière de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. Après la prière mortuaire où il fut conduit par ses parents, collaborateurs, amis. C'est pénible. Baba, c'est mon neveu. C'est le fils de l'aîné de notre famille, Sengemir, dont je suis moi-même l'homonyme. Et moi aussi, c'est Baba Nadio. Il est né à Sengo, donc Djambakuru et Konna. Baba, beaucoup le connaissent au service, mais nous la connaissons à la maison. Depuis moins que ça, et aujourd'hui encore, il était le ciment, la colle même de notre famille. Le ressortissant de Konna, après 66 hivernages, a gravi les échelons de la vie professionnelle de la communication. Speaker en langue bozo, syndicaliste, l'ingénieur a parcouru presque le Mali pour l'installation des stations TV FM de l'ORTM. Directeur général adjoint de l'ORTM, conseiller technique au département de la communication, Nadjo, comme l'appellent affectueusement les autres, s'est fait un trou à la radio. Nadjo, il a parcouru le Mali entier pour faire le réseau de l'ORTM. Radio aussi bien que télé. Il a installé des pylônes, il a installé des émetteurs, il a fait des recettes, il a fait des dépannages, vraiment. Baba Nadjo, c'est un homme véridique, il est bien, il est sage. Bon, il travaille bien aussi. C'est coursier au ministère de la Communication. C'était le trésorier général. Je retiens de lui le syndicaliste qui m'a toujours appelé la marque rare. Et moi, je l'ai toujours appelé l'espèce rare. Et ça, c'est venu à la suite d'observations particulières dans la façon dont nous gérons tous le syndicalisme. Baba Nadjo peut se targuer d'être dans sa communauté une chance pour la survie de la langue bozo. Baba avait même l'art de parler le bozo. C'était avec humour, c'était avec passion. Il était passionné pour son service, mais passionné pour les bozos et pour la langue bozo. Oui, le rappel à Dieu de l'ingénieur Baba Nadjo a causé un grand chagrin, immense chagrin même de la communication. Nous avons souvenance de son engagement, de ses qualités personnelles et professionnelles qui vont certainement nous manquer. Et aujourd'hui, donc, je suis là au nom du gouvernement, du président de la transition et de l'ensemble du gouvernement, pour présenter les condoléances à sa famille et reconnaître aussi les qualités humaines et professionnelles de l'homme et souhaiter qu'Allah le bénisse et protège sa famille. Nombreuses sont les communautés qui sont venues pour lui rendre hommage et prier pour son âme. Cependant, le destin qu'il emporte cet après-midi ne lui permettra pas de voir ses cousins Dogon lui rendre un dernier hommage en le mettant sous terre. Un pacte de sang
si fort et si assermenté entre Dogon et Bozo jusqu'à la mort. Voilà, nous prions pour le repos de son âme. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.